Et je salue Stéphane Travert qui est en ligne avec nous. Bonsoir Stéphane Travert. Bonsoir. Député Ensemble pour la République de la Manche, président de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée, ancien ministre de l'Agriculture sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est vous qui avez piloté les travaux de la commission mixte paritaire sur le projet de loi urgence agricole. Un compromis que vous avez obtenu hier sur des questions comme la souveraineté alimentaire, les eaux, les pesticides. Un compromis qui est une loi Duplon 2.0. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Stéphane Travert ? Non, on ne peut pas le dire comme ça. D'abord, je voudrais préciser que je vous remercie de me donner la paternité de l'accord, mais c'est un accord qui a été fait de manière collective. C'est vous qui chapeautiez les travaux de cette commission. Avec la présidente Dominique Estrosi-Sassone, moi j'étais membre de la commission paritaire, la commission mixte paritaire au Sénat, et avec les collègues du Sénat, les rapporteurs du Sénat et mes collègues Julien Dive pour LR, Marc Fesneau pour le MoDem et Jean-René Cazeneuve et ma collègue Nathalie Codia à l'extérieur qui était rapporteur sur le volet eau. Nous avons beaucoup travaillé en CMP d'abord, mais aussi la veille et l'avant-veille pour trouver ce compromis utile, parce que nous partions de loin, et la CMP, elle a très largement retenu les demandes qui étaient formulées par les uns et les autres sur un certain nombre de points que je juge structurants. Et nous avons eu des discussions, j'ai lu dans certains magazines ou journaux que les discussions avaient été tendues. Ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas été tendues. Chacun a pu porter ses points d'accord, de désaccord, et l'accord s'est noué en fin d'après-midi hier, et moi je m'en réjouis. A commencer par donc la réintroduction de pesticides néonicotinoïdes retoqués il y a un an par le Conseil constitutionnel. C'est vrai, la loi avait été votée à l'Assemblée, mais le Conseil constitutionnel avait supprimé un certain nombre de dispositions, et là aussi, le texte de la CMP ne réintroduit pas les néonicotinoïdes, parce que c'est une caricature, tout simplement parce que qui voudrait dire que ce texte livrerait les décisions phytosanitaires au pouvoir politique, ce qui est tout simplement faux. Le compromis que nous avons adopté hier dit exactement l'inverse. Le pouvoir de dérogation concernant un certain nombre de substances qui sont interdites en France appartiendra aux scientifiques, à travers cet accord de CMP, exclusivement à l'ANSES. C'est la science qui décide, et elle seule. Ce n'est pas aux politiques de décider la réintroduction ou non d'un produit phytosanitaire, mais c'est aux institutions scientifiques de le dire, avec, je dirais, la documentation sur les risques, les bénéfices-risques dans l'utilisation d'un certain nombre de produits qui, je le rappelle, ne s'appliquent que pour quelques filières, les cerises, la noisette, les pommes et la betterave. Avec quels critères, quelles conditions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire spécifiquement sur les filières qui vont pouvoir avoir recours à cette réintroduction à titre dérogatoire de ces pesticides interdits? À titre dérogatoire, sur une période de 3 ans, donc une forme d'expérimentation, mais le mécanisme qui permettra à l'ANSES d'autoriser ou non se fera sous des conditions très strictes, des dérogations qui concernent à la fois l'acétamipride et le flupyradifurone. Voilà, exactement, pour pas se tromper sur le terme. Et ce sont des nouvelles garanties procédurales qui sont imposées à l'ANSES lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, et bien évidemment le maintien du dispositif de reconnaissance mutuelle. Et c'est vrai que aujourd'hui, les filières qui sont concernées, elles sont dans une impasse. On le sait depuis un certain nombre de temps, et nous devons répondre. Et c'était, je dirais, la demande du secteur agricole, travailler sur les moyens de production, et ces impasses techniques dans lesquelles sont ces filières devaient être traitées prioritairement. Mais je veux le rappeler, le texte ne prévoit pas la réintroduction de ces produits phytopharmaceutiques, mais c'est l'ANSES, c'est la science. D'ailleurs, pour tout vous dire, il y avait eu un amendement sur ce sujet pour que ce soit l'ANSES qui donne les autorisations d'utilisation de ces produits, qui avait été déposé par le groupe socialiste lors de la loi Duplon. Eh bien, nous avons quelque part repris cet amendement, et nous avons souhaité le porter parce que la version qui sortait du Sénat allait beaucoup trop loin. Et je veux rappeler qu'en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, pardon d'être trop long, mais je veux vraiment être très précis, mais que l'acétamipride, nous n'avons pas
eu à le traiter puisque nous avions considéré que ces amendements étaient cavaliers. Alors, il y a les pesticides qui sont un symbole, qui sont un marqueur, mais très concrètement, en quoi ce texte va répondre à la grogne des agriculteurs exprimée depuis des années et des années ? Aujourd'hui, ce texte, il vient répondre à l'urgence agricole. Nous avons eu des manifestations agricoles en l'hiver dernier et les organisations agricoles nous avaient donné 3 objectifs. Travailler sur la production, c'est-à-dire remettre au cœur des priorités l'acte de produire notre agriculture pour la souveraineté alimentaire d'une part. La deuxième, c'était la question de l'eau, l'utilisation de l'eau. Et vous voyez aujourd'hui dans cette période de canicule, et on va en parler tout à l'heure, mais c'est sans eau, pas d'agriculture, pas d'alimentation. Et donc nous devons résoudre cette quadrature du cercle, si j'ose dire, pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir stocker l'eau de pluie qui tombe en abondance l'hiver, pour pouvoir la réutiliser bien dans les périodes de sécheresse que nous connaissons actuellement. Et puis il y avait un volet sur la prédation, parce que vous le savez, mais de nombreux élevages sont attaqués par les loups. Alors bien évidemment, il faut continuer l'encadrement sur les tirs sur les loups, parce que c'est une espèce qui reste protégée, bien évidemment, mais nous devons, à travers les nouveaux dispositifs qui ont été validés en CMP et validés au Sénat et à l'Assemblée nationale, permettre à ce que les éleveurs soient protégés. Et puis il y avait d'autres mesures dans la loi. Stéphane Travers, j'entends l'objectif de souveraineté alimentaire de la France, c'est un objectif qu'on partage tous, difficile de s'opposer à cet objectif-là, sauf qu'à ça, à cet objectif-là, vous répondez label projet d'avenir agricole. En quoi ça change la vie des agriculteurs ? Mais ça change la vie des agriculteurs parce que, vous savez, depuis 2017, avec Emmanuel Macron, nous avions porté les états généraux de l'alimentation, la montée en gamme, et puis le fait de construire le prix en marche avant pour donner du revenu et des perspectives aux agriculteurs. Depuis, nous avons eu des crises successives, c'est le Covid, une crise inflationniste, la guerre en Ukraine, la guerre dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui qui pénalise nos exportations, et nous avons besoin de redonner quelque part des débouchés commerciaux à nos agriculteurs, et nous avons surtout besoin, parce que l'expérience du Covid, l'expérience de la guerre dans le détroit d'Ormuz, l'expérience aujourd'hui de la guerre en Ukraine nous amène à nous dire que si nous dépendons de puissances étrangères pour notre alimentation, il en va de même sur l'énergie, il en va de même sur le médicament, eh bien nous nous retrouvons dans une situation où nous pourrions manquer de denrées, et aujourd'hui nous avons une agriculture qui est reconnue en Europe et dans le monde entier comme une agriculture la plus sûre, la plus durable et la plus performante, et donc à nous d'être, je dirais, les pionniers pour porter cette image et porter l'image de l'agriculture française. Je vois une autre illustration de ça, Stéphane Travers. Vous allez imposer aux cantines publiques de se fournir dans l'Union européenne. J'ai envie de me dire, pourquoi attendre 2026 pour en arriver là, après 10 ans, après 2 quinquennats, pour ce qui semble être une forme d'évidence en termes de souveraineté alimentaire ? Oui, c'est une évidence, et d'ailleurs nous l'avions mis dans les objectifs de la loi Egalim en 2018. Dans la restauration collective, 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio. Et il a fallu que l'ensemble des gestionnaires de cantines aussi puissent s'adapter, que l'on puisse trouver en quantité suffisante les produits dont les cantines, la restauration collective a besoin pour fournir en quantité suffisante l'ensemble des commensaux. Et aujourd'hui, nous avons souhaité remettre dans ce texte d'urgence agricole des éléments complémentaires, c'est-à-dire que nous avons fait rentrer dans les objectifs des 50% de produits sous signe de qualité les produits de la pêche et de la mer. La France est une grande nation maritime, et aujourd'hui, à travers ces produits, c'est permettre à ce que aussi nos pêcheurs puissent servir avec qualité la restauration collective. C'est les produits de montagne, c'est des démarches de qualité qui sont inscrites comme les démarches bleu-blanc-cœur par exemple. Et ce sont ces éléments-là que nous avons voulu rajouter parce que ce sont des débouchés commerciaux pour les agriculteurs qui sont importants. C'est de l'innovation. Stéphane Travers, j'aimerais faire réagir nos débatteurs en studio, à commencer par Georges Fenech. Non, quand je vous écoute, monsieur le ministre, j'ai envie de vous applaudir. Franchement, enfin, on revient un peu de raison, et je pense que le monde agricole doit se féliciter de cet accord que vous avez trouvé, qui correspond à une nécessité absolue. Voilà, en dehors de toute, je dirais, forme idéologique. Mais pour autant, est-ce que vous ne craignez pas maintenant à nouveau des obstacles avec le Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous ne craignez pas à nouveau des Sainte-Soline, par exemple ?
comme on l'a connu avec les bassines. Est-ce que vous croyez que les choses vont enfin rentrer dans l'ordre, je dirais ? Écoutez, moi, vous connaissez parfaitement le Parlement et bien évidemment, il ne m'appartient pas aujourd'hui de dire ce que pourrait être la décision du Conseil constitutionnel. De toute Il y a la façon, décision du Parlement déjà qui n'est pas encore acquise. Bien sûr. Le texte sera soumis au Conseil constitutionnel. Il y a d'abord il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la CMP. Nous sommes parvenus à un accord avec nos collègues sénateurs et mais avec des députés macronistes qui s'abstiennent, ça pose quand même question, Stéphane Travert. Non, c'était une abstention sur la question de l'assiette à mi-prix. Pourquoi ? Parce que nous sommes logiques. Nous n'avons pas souhaité que ce principe, ce dispositif, soit dans la loi lors de la lecture à l'Assemblée nationale. Et donc, nous considérons toujours que ce dispositif devait être traité dans un autre véhicule législatif. Maintenant, il fait partie de l'accord. Très bien, il fait partie de l'accord. Je suis heureux que sur cet accord, nous ayons pu considérer que seule la science et pas le politique puisse admettre que l'utilisation d'un produit phytosanitaire soit mis en œuvre dans les filières sous les conditions qui seront prévues aujourd'hui à la fois par la loi mais aussi par je dirais la gouvernance de l'ANSES et de l'ensemble des agences qui traitent les sujets sanitaires. Et puis il y a le passage dans l'hémicycle lundi soir à l'Assemblée nationale, mardi au Sénat, et nous avons une discussion bien évidemment pour avoir une position qui nous permettra à la fois de répondre aux agriculteurs. J'ai vu un communiqué d'un certain nombre d'organisations syndicales, notamment la FNSEA, qui appelle à ce que le texte soit voté. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde le travail qui a été fait, nous avons considéré, et j'ai fait partie des signataires avec Stéphane Le Foll, Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher, d'un texte qui considérait que on allait beaucoup trop loin dans le texte du Sénat sur l'eau et qu'il était invotable. Moi, je veux vraiment remercier les sénateurs pour le travail qui a été mené, parce que nous sommes parvenus à sécuriser juridiquement un certain nombre de points, et nous sommes parvenus à trouver un point d'accord qui n'était pas facile au départ. On va parler de l'eau dans un instant, mais d'abord, Vincent Roy, une question pour vous. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Écoutez, on ne peut effectivement que souscrire à ce que vous venez de dire, et on se réjouit pour nos agriculteurs, car vraiment, ce que vous dites est frappé au coin du bon sens. Simplement une remarque à propos de l'utilisation, dans certains cas, de manière encadrée, etc., des produits phytosanitaires. Vous dites, la science décidera. La difficulté, c'est que même sur cette question, la science est parfois divisée. Oui, la science, c'est vrai. On peut lire ça et là, bien évidemment, un certain nombre d'avis sur la question des néonicotinoïdes qui sont interdits en France depuis la loi de 2016. Je veux le rappeler. Mais comment est-ce que nous traitons aujourd'hui les impasses ? Il ne s'agit pas de réintroduire, de remettre en place les néonicotinoïdes, sauf que aujourd'hui, face à ces impasses, nous sommes contraints de quelque part de demander aux scientifiques de prendre une position claire. Et bien évidemment, il y a débat dans la science, mais c'est tout à fait normal. Mais nous avons une agence en qui moi je fais une confiance absolue, qui est l'ANSES, et qui doit permettre de trouver les modalités d'emploi, d'utilisation, de dérogation, et les modalités, je dirais, dans le temps et dans l'espace, et aussi sur le nombre d'hectares, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui concerne c'est 37 000 hectares pour les pommes, c'est 6 500 hectares pour la cerise, et c'est 8 000 hectares pour la noisette. Et si on rajoute la betterave, aux alentours de 320 000 hectares, on a une dimension plus importante. Mais d'abord, sur ces filières que sont la noisette, la pomme et la cerise, on a un véritable problème. Mais Stéphane, comme ce n'est pas aux politiques de définir les choses, nous nous en remettons à la science. Et moi, je pense que c'est ce qui nous garantit quelque part un effet positif là-dessus, et c'est ce qui garantit l'utilisation ou pas de ces produits. Stéphane Travert, il y a la grogne de certains agriculteurs, la grogne de certains politiques également face à cette loi que vous soutenez, notamment sur tous les sujets liés à l'eau. Vous voulez faciliter la construction d'ouvrages de stockage de l'eau avec un objectif de doublement de la capacité de stockage à des fins agricoles d'ici 2035. Que répondez-vous, monsieur le ministre, à ceux qui vous disent que c'est l'agro-industrie qui, avec votre loi, va s'accaparer toute l'eau ? Alors, on est souvent... le problème aujourd'hui dans l'agriculture, c'est qu'on est rentré dans des débats parfois totémiques,
irrationnels parfois. Moi, j'entends parler d'agro-business, de ferme-usine. Moi, j'attends qu'on me donne l'adresse d'une ferme-usine sur le territoire national. Nous avons un modèle français en agriculture de fermes familiales qui se sont agrandies. Il faut pas le nier, bien évidemment. Mais ça ne ressemble en rien à ce que l'on peut voir en Amérique du Sud, à ce que l'on peut voir même en Europe, dans des fermes allemandes, en Pologne ou en Roumanie, à ce que l'on peut voir aussi, notamment sur les élevages de volailles en Ukraine. Et donc, il faut raison garder. Mais là sauf aussi, que Stéphane Travers, sans aller jusqu'à l'Ukraine, ce débat, il existe au sein même du gouvernement et vous avez une ministre de la Transition écologique, Monique Barbu pour ne pas la citer, qui dénonce l'ajout de mesures susceptibles selon elle, de mettre gravement en péril la question de ce partage de l'eau dans un contexte marqué par les sécheresses et les canicules à répétition notamment. Oui, mais moi je regrette toujours qu'on oppose toujours l'environnement et l'agriculture. Je crois qu'on peut travailler de concert et de manière tout à fait intelligente là-dessus, mais c'est un débat sans fin. Moi-même, quand j'étais en responsabilité, j'ai connu ces débats avec le ministre de l'époque de la transition écologique et solidaire. Et c'est vrai que quelque part aujourd'hui, on doit trouver des solutions, mais on doit pouvoir les trouver ensemble. Alors, mais pour autant, il ne faut pas caricaturer le débat, et c'est bien souvent ce que l'on voit. Moi, j'ai vu les déclarations de mes collègues que je respecte bien évidemment, avec qui j'ai des accords, mais de la France insoumise, qui disaient hier à la sortie de la CMP qu'on livrait l'agriculture française à un modèle absolument épouvantable. Aujourd'hui, moi, je vis dans un territoire rural, je sais de quoi nos agriculteurs ont besoin. Ils ont besoin de perspectives, ils ont besoin qu'on remette l'acte de production, de pouvoir produire, qu'on planifie la production, et puis ils ont besoin de revenus pour innover et investir, justement pour lutter contre le changement climatique et répondre à ces défis. Un débat peut-être sans fin, mais auquel veut contribuer en quelques secondes, encore une fois, Georges Fenech. Non, simplement, j'aurais voulu que vous répondiez à la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi avoir attendu 2026 pour arriver à finalement une loi de bon sens, quoi ?